pour revenir à la question de la vie privée, finalement, vous l'évoquez à un moment donné, de toute façon, les notions sont faites pour évoluer, les définitions sont faites pour évoluer, y compris des mots même, mais c'est même la notion de vie privée que finalement, on se demande aujourd'hui si elle n'est pas un peu, peut-être pas obsolète, mais en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas la redéfinir? En tout cas, on ne peut pas rester, je dirais, sur des définitions de vie privée de l'avant numérique aujourd'hui, non? Alors ça, c'est un discours, c'était le discours de Mark Zuckerberg, justement, pour dire, non mais arrêtez avec vos histoires de vie privée. Aujourd'hui, les jeunes publient sur Facebook, alors déjà, plus aucun jeune n'est sur Facebook, mais ils publient ailleurs, voilà, ou ailleurs, oui. les jeunes publient des choses que leur grand-mère n'aurait jamais osé écrire dans leurs journaux intimes. Donc la vie privée, c'est disparu, ça a complètement disparu, c'est autre chose, on est rentré dans une autre ère d'exhibition, etc. Mais il a un intérêt évident à dire ça. En fait, c'est un argument qui est assez malhonnête parce qu'effectivement, les contours de ce qu'on considère comme privé ont bougé. Mais aujourd'hui, toutes les études de sociologues et de sociologues du numérique le montrent. Les jeunes, et notamment les plus jeunes, ont une conception très très claire et très très nette du public privé et de ce qu'ils décident de montrer et ce qu'ils décident de garder. Donc l'idée d'une sphère intime, l'idée qu'il y a des choses qu'on ne veut de toute façon pas montrer, même si on est prêt à s'exhiber en maillot de bain, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la notion d'intimité. Et les jeunes qui sont nés avec les réseaux sociaux dans les mains en ont tout à fait conscience, et parfois beaucoup mieux que les générations précédentes. Et la question, c'est cette intime-là, la façon dont cette intimité-là, la façon dont le sujet se construit, comment on la préserve de l'écosystème numérique, parce qu'elle s'exprime, par exemple, pas forcément parce qu'on va décider de poster sur les réseaux sociaux, mais parce qu'on peut être amené à chercher sur Google à 1h du matin dans un moment d'angoisse ou de solitude. Elle s'exprime, elle peut être déchiffrée en ayant accès à l'ensemble des métadonnées d'un téléphone, parce qu'on peut savoir, on peut conclure un nombre d'informations extrêmement importantes sur des aspects très privés d'un individu en voyant quels sont ses contacts, à quelle heure il les appelle, combien de temps il passe avec eux, à qui il écrit des textos, les informations GPS. Et tout ça, c'est des données qu'on émet en ayant sans doute conscience, mais qui, si elles pouvaient être appropriées par une seule entité à des fins de surveillance au sens intrusive du terme, une surveillance de type Stasi, je veux savoir qui vous êtes et je veux découvrir votre vraie vérité à votre insu, il faut quand même qu'on ait des garde-fous et qu'on ait un moyen d'assurer aux individus que l'ensemble de leurs traces numériques ne peut pas être capturé pour leur nuire. Clairement. Alors après, la question, c'est, je pense qu'on est toutes et tous convaincus sur le fait qu'il faudrait réguler ou qu'il faut réguler. L'Europe l'a fait avec le RGPD, finalement. Un exemple pour le monde, mais que certaines parties du monde refusent. Et d'ailleurs, on l'a vu, Vance, en quittant prématurément le sommet de l'IA, en disant « on ne va pas réglementer ». On peut être optimiste, on verra ce que l'avenir nous réserve, en tout cas sur cette question de la régulation, qui est une question diplomatique essentielle aujourd'hui, avec la fragmentation du monde un peu à la George Orwell, on peut ne pas non plus être trop optimiste, mais on verra, soyons-le. Et puis il y a une chose que je trouve très intéressante que vous dites, je l'ai moi-même souvent dit, les technologies sont neutres, tout dépend de ce que l'on en fait. Et finalement, vous dites, à bien y regarder, sont-elles si neutres qu'elles le paraissent? C'est intéressant cette question de la neutralité des technologies. On peut dire qu'une arme, finalement, elle n'est pas neutre. En même temps, ça dépend comment on s'en sert, contre qui et si on s'en sert. Mais les technos, vous dites, c'est un peu plus compliqué. Ce que je veux dire surtout, c'est que la façon dont on a compris la portée politique des technologies, c'est toujours à partir de ce postulat selon lequel la technologie est neutre, mais quand elle a des conséquences négatives, c'est parce qu'elle a été instrumentalisée par quelqu'un pour un objectif particulier. Par exemple, ce qu'on a identifié souvent comme le capitalisme de surveillance des grandes plateformes américaines, on dit en fait la technologie en soi, elle n'était pas mauvaise, mais c'est les enjeux de profit
de sociétés et de dirigeants hypercapitalistes, libertariens, etc., qui ont instrumentalisé ces techniques à leur fin. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pratiques anti-humanistes d'exploitation des données, d'exploitation de l'expérience humaine, etc. Et donc, si on part de ce point de vue-là, que c'est juste que la technologie et que les conséquences plutôt de la technologie ne sont que le fait de leur instrumentalisation par X ou Y, et à des fins X ou Y, dans ce cas, la réglementation, c'est la seule solution et c'est tout. Et dans ce cas, ça veut dire que la conséquence politique de la technique, en gros, il n'y en a pas. Si la technologie est neutre, la question de la technologie et politique ne se pose pas. La question qui se pose dans le monde dans lequel on vit, c'est la question du capitalisme et de la démocratie. Très vieille question à laquelle on a très bien répondu. Moi, ce que je pense et ce que je suggère dans le livre, c'est que même si on réussissait à réglementer parfaitement les technologies et les plateformes, même si on réussissait à justement instrumentaliser l'ensemble de ces technologies de façon à ce qu'elles servent le modèle idéal de la démocratie libérale qu'on souhaite, il se passerait quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même une forme de transformation qui nous échappe, qui est liée aux usages de la technologie. Donc, je suis dans une posture qui est, d'un point de vue théorique, entre les essentialistes à la Ellul qui pensent que la technique est en train de... a une essence en elle-même et qu'elle met en marche, et le postulat de la neutralité technologique. Évidemment que ceux qui l'instrumentalisent créent une conséquence politique, mais je pense qu'il y a plus que ça. Et que la vraie question politique, et qu'il y a une question politique de la technique qu'il faut poser au sujet du numérique, quels que soient ceux qui l'instrumentalisent. Et que même s'il était instrumentalisé à des fins très différentes, on devrait quand même se la poser. Toujours est-il qu'en effet, c'est aussi l'usage des médias et technologies, j'inclus même les médias de masse comme la télévision et même la presse, qui peuvent être utilisés à notre insu ou avec, on va dire, une forme de finesse. Et vous évoquez la théorie nudge sur finalement ces micro-actions qui peuvent, on va dire, influer sur un choix, mais qui sont à la limite du perceptible. La théorie du nudge, elle est mise en pratique par l'ensemble de l'écosystème numérique aujourd'hui, et notamment par les plateformes. C'est ce qui permet d'influencer les comportements d'achat, donc les comportements, je dirais, de l'individu commercial, entre guillemets, et d'influencer les comportements de l'individu politique, c'est-à-dire celui qui va, le citoyen. Et le nudge est rendu possible à l'ère numérique parce que, justement, les plateformes, Google la première, ont compris qu'un individu, quand il était connecté sur Internet, ce qui était le plus intéressant pour les plateformes, c'était de réussir à capter le plus de données possible sur son environnement pour pouvoir comparer l'ensemble de ses actions à d'autres individus, pour pouvoir profiler les comportements des consommateurs. Et aujourd'hui, on est pris dans une sorte de... Justement, on parlait de toutes les traces qu'on laisse en ligne. Sans le vouloir, l'ensemble de nos comportements numériques fait qu'on a un profil de consommateur et éventuellement, c'est ce qu'a montré Cambridge Analytica, on a aussi un profil de citoyen. Et ce profil-là, il peut être nudgé, c'est-à-dire qu'il peut être influencé de façon subreptice, de façon presque invisible de notre point de vue, par ceux que ça sert. Alors parfois c'est très grossier, comme Amazon qui vous suggère le prochain livre à acheter. Parfois c'est plus subtil. Et dans le cas de Cambridge Analytica, donc pour revenir sur le scandale, c'était une entreprise de data mining qui avait été engagée par plusieurs partis politiques un petit peu partout dans le monde et qui aurait été engagée par la campagne de Donald Trump en 2016 pour influencer, pour identifier d'abord un certain nombre d'électeurs américains au travers des États-Unis, grâce à leurs données Facebook uniquement, qui étaient indécis et susceptibles de basculer à droite pour le candidat républicain. Donc c'était déjà c'est extraordinaire de réussir à faire ça, c'est-à-dire de pouvoir cibler
précisément juste les candidats indécis et susceptibles de basculer à droite, parce qu'il y a des indécis qui ne basculeront jamais. Cambridge Analytica avait réussi à faire ça, et ensuite, une fois qu'il avait fait ça, c'était à la campagne de Trump de dire « Ok, comment on fait basculer ?» Et donc ça montre en gros la vulnérabilité du citoyen à l'ère numérique si ces données ne sont pas protégées. Après, la question de comment Cambridge Analytica a obtenu ces données reste à trancher, mais l'ensemble des campagnes de désinformation qui ont été menées par la Chine, par la Russie, par d'autres États autoritaires pour essayer de perturber les élections démocratiques en Occident montrent que c'est une tendance de notre ère.